Bonjour les B2 et petite correction du partiel vu, donc front bien sûr, en insistant sur le fait que c'est la solution que j'ai retenue. Il est possible selon la CSS que vous prenez qu'il y ait évidemment des classes CSS qui soient différentes. J'insiste pas là-dessus, mais si vous êtes parti sur du Bulma ou du Bootstrap ou autre, bien évidemment il y a des modifications à faire par rapport à ça. Donc on va surtout insister sur la partie vue à l'intérieur de ça. Donc première chose à faire, bah, effectivement, on ne le répétera jamais assez, mais lisez bien les sujets attentivement parce que certaines erreurs sont parties, enfin ont été dues notamment à cette absence de lecture et notamment des points importants de cette absence de lecture, et j'insiste bien dessus. Euh, on va zoomer un petit peu ici, c'est-à-dire donc principalement, alors le fait d'utiliser Vue 3 bien entendu, voilà, le responsive non obligatoire, si vous le faites c'est toujours un bonus, mais là pour le coup il faut avoir du temps et s'organiser, et certains, je sais plus, j'ai pas testé d'ailleurs, j'ai pas vérifié si vous l'aviez fait ou pas, si vous l'avez tenté tant mieux, sinon tant pis, c'est pas grave puisque c'était pas demandé. La première chose à faire étant évidemment de récupérer les éléments sur le fichier, sur le dossier ici. Donc le téléchargement du fichier zip, bouton en haut à droite, oui c'est ça, avec les fichiers JSON qui contenaient les données et les différentes indications, les images évidemment qui composent le système complet, la maquette qui était aussi livrée, mais de l'avoir en grand parce que voilà, ça permettait évidemment de pouvoir zoomer, et bien sûr, pour ce genre d'exercice, on n'est pas au pixel près, bien sûr, c'est pas ce qui fait perdre du point. S'il n'y a pas suffisamment d'espace entre ça et ça, bien entendu, n'a pas d'impact, bien sûr. Ce qui va avoir un impact, bien évidemment, c'est cette notion de impératif, c'est-à-dire de bien mettre les fichiers dans le dossier public, et c'est là où certains se sont plantés, sans sous-dossier. Sans sous-dossier, c'était expliqué dans la capture écran de l'arborescence qui est ici. J'essaye de zoomer, je ne sais pas si on peut zoomer sur la caméra. C'est-à-dire que à l'intérieur, eh bien, vous ne trouvez pas de sous-dossier, vous avez directement les éléments ici. Si vous ne les mettez pas au bon endroit ou pas dans des sous-dossiers, enfin si vous les mettez dans les sous-dossiers, il faudra tenir compte de ces sous-dossiers par la suite, ce qui va poser problème, hein, bien sûr. Si accessoirement vous ne les mettez pas dans public, c'est encore pire, ils ne seront pas intégrés notamment dans le build, c'est-à-dire la compilation finale, et donc ne fonctionneront pas évidemment au final. Pour les fichiers, les chargements des fichiers JSON, c'est impératif de bien respecter ce respect, hein, c'est bien insister dessus. Le mot impératif en gras, en théorie, doit être lu quand on est dans ce genre de contexte, bien sûr. Ne pas modifier les contenus des fichiers, donc c'est-à-dire de ne pas modifier les fichiers, ils étaient organisés d'une certaine façon. L'exercice tourne autour de cette organisation. Si vous les organisez autrement, bien entendu, c'est à vos risques et périls. Pas notamment parce que c'est noté qu'il ne faut pas le faire, bien sûr. Après, bon, les éléments à rendre, rien à dire. Je ne crois pas que vous soyez loupé sur le node module. Pourquoi on ne rend pas le node module? Tout simplement parce que c'est un fichier qui est très lourd et qui est spécifique à votre environnement. Donc si vous êtes sur Mac et enfin sous Windows et moi sur Mac, ça risque de planter. C'est anecdotique. Au pire, ça je supprime, mais soyez vigilants là-dessus parce que le problème se posera aussi pour les interros de React et pour les trucs de l'année prochaine, d'une manière générale. Node module, on ne fournit pas, comme le V1 en Python, on ne le fournit pas, bien sûr. De fournir le build, bon ça c'était marqué, capture écran, je suis pas sûr que je me souviens plus si tout le monde l'a fait, mais là encore faites attention à ça. Petit fichier readme pour expliquer deux trois trucs, là encore pas sûr que vous l'ayez fait, mais c'est pas forcément utile s'il n'y a pas de questions, bien sûr, ou de remarques, bien évidemment. Je sais plus. Alors vérifier l'état du fichier zip, évidemment, après la soumission, bien sûr. Après, on a la capture et la liste des composants. Donc évidemment, si on vous suggère une liste de composants, c'est pour respecter la liste des composants et donc pour être dans une logique vue, c'est-à-dire avoir des composants, des sous-composants, chacun avec un rôle, et de respecter bien sûr ce rôle pour pouvoir le faire. On aurait pu le faire de plein de façons différentes par rapport à ça, bien entendu. On a un peu forcé, enfin j'ai un peu forcé le fait de créer des composants, des sous-composants pour certains points, parce que justement, ils permettent de voir des points spécifiques, bien sûr, de Vue.js
et donc de vérifier si vous les avez bien intégrés, bien sûr, puisque c'est le but. Donc voilà. Après, on va avoir passé en revue ces différents éléments. Le sujet, vous l'avez eu, donc je ne reviens pas dessus. Mais bien entendu, vous avez, je continue à le dérouler avant d'attaquer le truc, la correction. Donc le header est un truc totalement statique avec une image placée en CSS. Je parle évidemment de l'image de fond. Le logo est en balise IMG, bien sûr. Donc background image, CSS, bien sûr. C'est censé être maîtrisé les CSS depuis l'année dernière. Pour ça que j'insiste pas plus que ça. Mais si vous avez encore des faiblesses en CSS ou en HTML, révisez aussi parce que là encore, en React, ce sera supposé su. Et pas forcément avec Bulma systématiquement, bien sûr. Donc, voilà, s'il y a besoin, réviser tout ça, bien sûr. Ensuite, on a donc le fichier, donc pas de fichier pour celui-ci. Icon va utiliser icons.json. C'est là où il y a deux options de fonctionnement et c'est valable pour les autres. Soit dans le app.js, vous chargez tous vos fichiers et vous transmettez les données, c'est la solution que j'ai retenue moi. Soit vous chargez les fichiers indépendamment. Le fichier icons, enfin le composant icons a besoin de icons.json et vous vous arrangez pour que ce soit lui qui charge le fichier en question. C'est souvent plus simple de tout charger sur le central app.vu et ensuite transmettre les infos plutôt que de le faire ponctuellement à chaque fois. Je pense qu'en termes de performance, il vaut mieux tout charger. En version, on a plus de temps, on l'avait aperçu, on crée un service qui se chargera de faire les chargements de fichiers et nos composants communiqueront avec le service pour quelque chose de plus simple. Je suis pas sûr, je me souviens plus si certains l'ont tenté dans cette organisation. Elle est meilleure, mais elle prend un peu plus de temps sans doute. Donc c'est acceptable de le faire tant que les fichiers évidemment se chargent correctement, bien sûr. Alors je ne suis plus sûr non plus si dans cette version, certains, en désespoir de cause, s'étaient dit j'arrive pas à charger les fichiers JSON, je les mets en dur dans le code. Ça fait perdre un peu moins de points, on fait perdre un peu, mais au moins ça permet de fonctionner et ça peut être une solution évidemment en mode plan B. J'y arrive pas de faire un truc, j'essaye de trouver un contournement pour ne pas être bloqué sur la suite. C'est acceptable en termes d'examen de code, même si c'est pas idéal, bien sûr. Donc ensuite, on va avoir donc intro, même remarque sur le fichier JSON, room indoor, outdoor, même remarque. On peut créer un composant global et après aller chercher les éléments, ou bien tout mettre dans app, c'est la solution que j'ai retenue, et transmettre après les infos juste pour les affichages des composants ici. Euh, et footer, pareil, il y avait un fichier à transmettre ou des données à transmettre et des composants à utiliser, hein, bien sûr. Alors dans les composants, il y en avait qui étaient effectivement un petit peu subtils. C'est-à-dire qu'on distingue toujours le composant global, header, icons au pluriel, et à l'intérieur de icons, par exemple, on va aller chercher les composants icônes au travers d'une boucle, par exemple, bien sûr. Certains composants sont multiformes, c'est une sorte de métamorphe, c'est-à-dire selon le nombre de paramètres qu'on va leur envoyer, on va leur donner des indications différentes. Donc typiquement, le composant card que vous adorez en général, selon s'il y a le prix ou pas le prix, vous affichez le prix ou vous affichez pas le prix. Dit comme ça a l'air tout bête, mais évidemment, ça suppose d'avoir des props optionnels et des tests à l'intérieur du composant pour les afficher ou pas afficher. Plus bien sûr un calage de CSS qui est évidemment dont il faut tenir compte. Sous-entendu, le fait d'avoir une image ici, un petit texte par-dessus et un potentiel autre texte par-dessus peut se faire de plusieurs façons, soit en background image pour mettre l'image, dans ce cas-là, un attribut du props ou une CSS dans le props et un attribut dans le props qui va mettre ça en place, ou bien la CSS globale, là encore, hein, pour un petit projet, on peut mettre tout dans la CSS globale, et puis après, display, un machin, enfin un truc, bon, il y a des floats, je sais plus ce que j'ai utilisé, on vérifiera tout à l'heure, mais il y a moyen de le faire. Là encore, si la disposition n'est pas tout à fait identique, vous perdez un petit peu de points, mais pas autant que si c'est pas disposé du tout, bien sûr. Voilà. Donc le card texte price ou texte tout court.
Euh, les icônes, bah, pas grand chose à dire, elles ont un texte en bas, elles ont une icône SVG en haut, donc on les appelle texte et SVG. SVG au passage est un mauvais nom, on aurait pu l'appeler image tout bêtement, parce que bah, potentiellement c'est pas toujours du SVG, et ça aurait été plus souple que ce soit juste image. Au fait sur les cards, oui j'ai oublié, mais ça pouvait tomber sous la logique, parce que je fais appel à votre réflexion aussi, ou comment endormir le poisson, j'ai juste oublié de le préciser, mais le composant card a aussi besoin d'un attribut image, bien sûr, pour pouvoir transmettre l'image. Et ceux qui l'ont tenté ont rajouté l'image, bien entendu pour ça, sinon ça ne peut pas fonctionner, hein, bien sûr, à moins de jongler sur des classes spécifiques, mais il faut transmettre le nom de l'image, hein, bien sûr. Ensuite, le subtitle qui va donc avoir soit texte, soit détail, enfin toujours texte et parfois détail, même combat que le prix en plus simple, c'est-à-dire un props optionnel. Ensuite, message important, la petite annexe, puisqu'on avait vu comment charger un fichier à partir d'une API, ou des données à partir d'une API, mais je rappelle, enfin via ce petit extrait, que le chargement d'un fichier JSON répond rigoureusement de la même façon. Si, si et seulement si le fichier en question, et c'est marqué, est dans le dossier public. Et s'il est dans le dossier public, ben on va le charger grâce à cette ligne-là. S'il est dans un sous-dossier de public, ben il faudra mettre un sous-dossier ici. C'est absurde puisqu'on a demandé de ne pas le faire, mais des fois, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut adapter, évidemment. Tous les codes qu'on donne sont à adapter au contexte précis, hein, bien sûr. Donc là, on avait vu ça pour un chargement d'API, c'est rigoureusement la même chose pour un chargement de fichier JSON, sauf que là, le fichier JSON est évidemment à l'intérieur du document. Voilà, donc ça c'est pour le sujet, rapidement. On va donc après voir, j'arrête pas de bouger, hein, désolé. On va voir maintenant un petit peu le code que ça donne. Donc on va se concentrer ici. Alors et bien sûr, il faut initier le projet Vue pour pouvoir l'installer et ne surtout pas partir d'un projet existant. Je rappelle, chaque projet est indépendant et parfois on va piocher des trucs. Alors, en théorie, pas pendant un examen, mais on va piocher des choses dans un autre dossier pour pouvoir récupérer les informations correspondantes ou des exemples de code. Mais ne dupliquez jamais un dossier pour modifier des trucs dedans. Chaque projet est différent, chaque installation est différente, chaque version de vue peut être différente. Sur les toutes dernières, vous avez une petit truc en bas qui permet de faire un truc de débugage qui n'est pas inintéressant, qu'on peut désactiver d'ailleurs dans le fichier vite config. C'est ce DevTool ici. C'est-à-dire que ce que j'ai fait ici, si vous mettez DevTool en commentaire à cet endroit-là, eh bien vous n'aurez pas la petite bulle qui est ici, qui est destinée au débugage. Il disparaîtra de toute façon automatiquement si vous faites le build au final, hein, bien sûr. Donc sur l'installation, pas grand chose à dire, pas de dépendance particulière à part Vue, bien sûr. Certains ont mis le routeur, certains ont mis d'autres trucs. Boulma, alors si vous utilisez Boulma, d'intégrer Boulma évidemment n'est pas stupide. Le Vue routeur n'était pas nécessaire puisqu'on n'avait pas de routage, hein, puisque tout était sur la même page. Donc pas de difficulté à l'installation particulière. Fichier index.html, donc moi j'ai utilisé une CSS à moi, un peu, comment dirais-je, en version bêta, donc ne l'utilisez pas parce que effectivement elle est spécifique à mes petites applis, et elle n'est pas vraiment finie, elle peut changer, bref, on est loin d'avoir un bootstrap fait maison, mais c'était l'idée au départ. Euh, donc je suis parti sur celle-ci. Elle n'a rien de particulier, si ce n'est qu'elle définit des calls et des rows, enfin des rows pour mettre des calls à l'intérieur, un peu comme Bootstrap, un peu comme Bulma, un peu comme d'autres trucs, donc rien de classique, enfin rien que de très classique, et je crois pas que j'utilise grand chose de plus, à part peut-être des paddings ou des margins ou des choses comme ça. De toute façon, à adapter selon votre CSS, hein, bien sûr. Ensuite, on a le main.js, c'est là où si vous utilisez Bulma, tiens, je vais peut-être agrandir un peu le, le code ici. Si vous utilisez Bulma, il y a peut-être des imports supplémentaires à faire. Si vous utilisez Bootstrap aussi, moi j'ai pas besoin, donc pas de truc particulier. Après, en termes d'organisation, donc dans les assets, j'ai évidemment un bout de CSS, j'en reviendrai peut-être
dessus rapidement. Et évidemment le fichier, le dossier public où, j'insiste, tout doit être mis à la racine dans ce projet en vrac sans sous-dossier. De mémoire, il me semble, Jérémy qui avait mis des sous-dossiers dans tous les sens. Je vais vérifier vite fait, mais en même temps, non, c'est de mémoire. Et puis, si c'est pas le cas, tant pis, Jérémy, désolé. Mais flemme. Une expression classique de Jérémy, mon fils, pour le coup. Donc là, alors les composants en question, on peut partir de app.vue, qui est un gros morceau, et qui, hop, on va tout fermer tout le reste, qui va, comme truc central, alors, puisque je suis parti dans l'idée que ce composant va se charger de charger les données, il va se charger de charger les données, et donc c'est lui qui va alimenter tous les chargements de données. Et puis c'est le chef d'orchestre, il va donc faire des includes, enfin des imports, pardon, des différents composants principaux, hein, les gros composants, lesquels après, Icons par exemple, lui se chargera de charger d'autres composants, etc. Ensuite, on va avoir toute une série de refs correspondant chacune à un fichier JSON qui seront tous chargés, hein, bien sûr. La fonction loadFile qui est ici, qui va donc charger les fichiers, comme son nom l'indique, c'est-à-dire en gros faire le fetch. On est en async pour être sûr que, évidemment, ce soit de l'asynchrone, attendre que les fichiers soient chargés, await, un peu comme une API, hein, tout bêtement, c'est le même code évidemment. Et ensuite, au chargement, j'ai enchaîné chaque chargement, chaque appel de ma fonction, de manière à récupérer toutes les données à l'issue de ce onMounted. Là aussi, solution que j'ai retenue, c'est je crois Yasmina qui les a mis, alors qui a dupliqué cette fonction du coup dans chacun de ses scripts qui chargeaient des données. Alors c'est un peu dommage, mais pourquoi pas, ça donne chaque composant charge ses propres données, ça a un sens aussi, donc c'est pas faux, c'est juste un peu trop de duplication de code peut-être. Bon, après il suffit de faire enregistrer sous et ça va finalement assez vite, copier-coller ça va assez vite évidemment. Donc là on est vigilant sur les nommages de fichiers, on est vigilant sur le fichier et la source du fichier, c'est-à-dire le dossier public toujours. Ensuite, on attaque le dur, c'est-à-dire on a le template et on a après les. Hop là, j'ai mal aux jambes, j'ai un peu trop marché hier en cours. Donc on a après donc le composant header qui n'a au besoin d'aucun paramètre. On va aller le voir tout de suite. On va les éliminer au fur et à mesure qu'on les croise. Et le composant header en lui-même n'avait strictement aucune caractéristique particulière, c'était juste un composant statique qui mettait en place la balise header, une classe hero qui mettait en place le background et une image src pour mettre le logo, c'est-à-dire le biomix qui est ici. Euh, J'arrête pas de bouger. Donc là après le nom des classes dépend un petit peu de votre CSS. J'ai mis center machin etc pour qu'il soit centré. Bon, j'insiste pas plus sur les CSS. Ensuite j'ai un main avec un conteneur pour que si évidemment, c'est pas responsive mais ça permet d'avoir un petit peu de bordure à droite et à gauche si jamais on a besoin, mais pas pour le fond, mais ça c'est purement décoratif et non demandé, c'est un petit peu un réflexe. Je vois que même ma version n'est pas tout à fait responsive, mais comme c'était pas demandé, j'ai pas fait non plus. Après, j'ai des sections qui sont évidemment spécifiques. Ah bah tiens, on va monter le suspense. Chaque section a une classe MyMD, c'est-à-dire de mémoire dans ma CSS, margin au-dessus, donc Y au-dessus en dessous, un peu large de manière à ce que chaque section ait un espace entre chaque, ou suffisamment d'espace et un espace régulier entre chaque. Je suis parti sur cette idée-là. Bon, après, là aussi, il y avait plein de façons, et c'est pas ça qui fait perdre des points s'il y a moins d'espace ou plus d'espace, bien sûr, hein, toujours pareil. Ensuite, j'ai le composant icons. Composant icons qui a besoin des informations du JSON des icons, et donc je lui transmets les informations des icons. Et à partir de là, lui récupérera toutes les données des icons, bien sûr.
Et dans le composant icons, bah, bien sûr, on a deux parties. Première partie, le script setup qui va donc récupérer les props, c'est-à-dire les icônes, de type array puisqu'on a une liste d'icônes, et qui va faire une boucle pour aller chercher chaque item à l'intérieur, chaque icône à l'intérieur. Je les appelais items, j'aurais pu les appeler icônes en minuscules. Le fait de les appeler items, bah, si je duplique cette boucle dans un autre fichier, bah, ça va plus vite. On n'a pas besoin. Si on veut être un peu plus rigoureux, bah, on va mettre icône, icône, icône. Ça ne change strictement rien. Le nom d'une variable peut varier. C'est son rôle qui est important plus qu'autre chose. Ici, bah, on a une boucle classique de Vue.js, c'est-à-dire je vais chercher chaque icône dans la liste des icônes qui est arrivée en props ici, euh, un array, donc un tableau. Et pour chacun de mes icônes, eh bien, je vais faire appel au composant qui s'appelle icône au singulier, qui doit être importé bien entendu, et qui a besoin d'un SVG, d'un texte, comme indiqué dans le sujet à cet endroit ici. Je respecte le sujet, parce que je l'ai lu. Je l'ai écrit aussi, mais je l'ai lu. J'ai même relu parce que j'avais oublié une partie de ce qui avait été dedans. Donc à partir de là, je fais ma boucle et mon composant icône, qui est donc ici, bah, attend deux attributs, SVG et texte, qui vont être des strings et qui vont être exploités ici, l'une pour un SRC, l'autre pour un affichage. On est sur du assez classique. Plus une classe icône dans ma CSS, bah celle qui va permettre de faire la disposition, le petit background qui va bien, la petite bordure, le petit machin, etc. D'accord, donc je crois que je dois être en flex pour ça, ou un display grid, je ne sais plus. Non, ça doit être un flex avec un... Bah, il suffit d'aller voir, hein, mais dans la CSS, elle est où ma CSS? Les icônes, alors c'est pas dans l'ordre parce que je suis revenu sur plusieurs choses. Voilà, on est en display flex avec le space evenly, c'est-à-dire on colle à gauche et à droite et puis on écarte, non, on répartit de manière harmonieuse. Comment ça se traduirait, mais ça fait le job complètement de manière automatique ou presque. Puis après, bah, les icônes, les couleurs, les machins, bon, ça je vous fais pas l'affront. Il n'y a rien de compliqué dans cette partie-là, hein, bien entendu. Le top, alors le display relatif top -60, c'est pour ici, astuce que j'ai trouvée, que je n'ai pas inventée, mais que j'ai trouvée, et qu'on peut évidemment, s'ils sont en dessous ou au-dessus, c'est pas très très grave, mais effectivement, c'est ce qui permet de le remonter pour qu'il soit à cheval entre les deux, c'est-à-dire bah, à cheval sur le celui du dessus, et donc de l'image en mettant des données en pixels, ce qui fait que c'est pas du tout responsive ou pas forcément très bien responsive. En même temps, ici j'ai mis un -60, ici j'ai mis une hauteur de 100, ça fait à peu près l'équilibre. C'est tout à fait random en l'occurrence. Donc je reviens sur mon composant icône, oui après les spans, les machins, donc icône, voilà, icônes, bah, pas de difficulté, on transmet les données, on fait une boucle, et chaque tour de la boucle appelle un autre composant en transmettant les données. Ce qui est un petit peu artificiel comme construction, parce qu'on aurait pu, dans l'absolu, mettre ça directement ici, mettre l'affichage directement ici, mais c'était demandé comme ça. Intro, même combat, c'est-à-dire que intro va demander des données, moi j'ai transmis les données, si vous les appelez dans intro, bah, du coup il n'y a pas besoin de les transmettre, bien sûr. Et du coup, dans intro, bah, on va retrouver à peu près la même structure qu'on va trouver dans pas mal de trucs, c'est-à-dire que, alors intro n'était pas un array mais un object, mais je reçois une props, même combat que le précédent pour les icônes. Les props, c'est texts au pluriel. Je ne sais plus si c'était marqué spécifiquement, mais là encore, le nom du props, sauf si c'est spécifié, n'est pas important, tant que vous correspondez évidemment à ce que vous faites. L'objet, c'était juste un objet avec trois attributs, texte, content, image. Je reçois un objet. On aurait pu le décomposer pour envoyer le texte, enfin le title, le content et l'image. Là, je l'ai fait évidemment manuellement, hein, bien sûr. Ah non, on avait un tableau. C'est peut être intelligent que je regarde la structure du fichier de texte parce que évidemment, hop, non, test, c'était pour faire un test. Euh, Évidemment, votre code
suppose que ça colle à la structure de chaque fichier JSON, bien sûr. Ils étaient volontairement et fort habilement structurés différemment pour justement créer des challenges, bien sûr. Donc là, on a dans ce composant texte un attribut texte, title, un attribut image et un tableau content. Il fallait donc forcément utiliser l'attribut title, utiliser l'attribut img et faire une boucle sur les textes pour pouvoir générer les textes. Et le tout dans des paragraphes, parce que bah, évidemment on crée plusieurs paragraphes bien sûr. Toujours le côté non responsive de la chose, l'image n'est pas du tout adaptée sur un petit téléphone. Par contre sur un truc, quand c'est comme ça tombe super bien. Par contre si c'est plus grand ou plus petit, c'est un peu pourri. Bon, là j'ai eu aussi un coup de flemme pour le caler, mais il y a moyen de le faire, hein, notamment avec les propriétés CSS pour pouvoir jouer sur le content fit de mémoire euh, et arriver à faire un truc un peu plus propre. Voire changer d'image selon la dimension de l'écran, voire disposer l'image en dessous, responsive, voire bah, l'année dernière, hein, on en a parlé, euh, réviser si nécessaire, hein, bien sûr. Ensuite, bah ça c'est pour la première section. Alors je vais regrouper les deux dans la même section. Je ne sais plus trop pourquoi. On aurait pu les séparer d'ailleurs. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça aurait peut-être été plus logique de mettre les icônes dans une section et l'intro dans une autre section. Voir ce qu'a fait, je crois, là aussi Yasmina, de mettre les icônes dans le header. Pourquoi pas, c'était pas forcément spécifié, mais tant que ça s'affiche correctement là encore et que c'est construit proprement, il n'y a pas de souci. Deuxième section, on attaque les cards, non les subtitles, pardon. Subtitles, c'est-à-dire, hop, je m'éclipse, j'ai la flemme de faire du montage, donc je reviens de suite. Évidemment, je me cogne de partout. Donc cette vidéo est sponsorisée par Cristalline pour la boisson. Voilà. Et par Total des années 70, un héritage de ma tante. C'est très joli, enfin c'est très kitschou, mais ça sert. Euh, Bref, je vous raconte ma vie comme d'hab. Alors oui, j'en étais donc au subtitle, donc subtitle composant qui accepte soit un, soit deux paramètres. Donc on y va sur le subtitle et on a bah, donc un props avec texte et détail et lequel props bah, seront tous les deux des strings et l'un des deux sera avec une valeur par défaut qui est nulle, bah, le rendant optionnel bien entendu. Et après, bah, du coup, dans l'affichage au-dessus, bah, on affiche le texte, on suppose qu'il est toujours présent parce qu'on est vigilant là-dessus, et un VIF sur le détail pour bah, que le small soit présent uniquement si le détail est présent, bien entendu. D'accord, donc pas une subtilité énorme, mais petite réflexion. Là encore, dès qu'il y a un truc optionnel, faut penser à mettre des VIF pour éviter de rajouter des smalls. Euh, Typiquement, si on avait un truc comme ça, là, vous auriez la balise small dans tous les cas et parfois vide si le détail est vide. Ce qui n'est pas du tout propre, bien sûr, en termes de construction HTML, bien sûr. Donc là, on est bon sur le subtitle, hein, pas de grosses difficultés, à part ce petit détail, j'allais dire. Donc je reviens donc sur le subtitle, donc qui nous permettait d'avoir, c'est l'intérêt de ce genre de composant, créer un composant pour remplacer un H2, sachant que le H2 est déjà quelque chose de simple, bah, permet justement d'avoir le subtitle, enfin le détail, et peut-être une classe. Si on la met ici, eh bien on est sûr qu'elle sera présente partout. Démonstration, classe, je crois que je vais avoir un truc success, non, texte success, ici. Voilà, vous voyez que aussitôt, non, on voit pas grand chose d'ailleurs. On va mettre Danger, ça se verra mieux. Hop, ici, vous voyez que en modifiant évidemment mon composant, eh bien tous les appels du composant deviennent rouges, puisque Danger. C'est l'intérêt de passer par des composants, même pour des petites balisages 2 comme ça, parce que comme ça on se garantit d'avoir un respect rigoureux
de la charte graphique et de l'interface, enfin de tout ça, quoi. Ensuite, on a donc notre composant card. Alors, composant card que j'ai disposé alors, de façon assez classique. Là encore, attention aux composants card, n'en abusez pas, mais il n'empêche qu'il est très pratique. Alors, petit piège sur le composant card et sur ma construction, la vôtre pouvant être différente là encore, mais j'ai une classe row et il faut que j'ai l'école 4 pour mes composants ici, parce que celui-ci était en triple, donc 3 x 4, 12. Ceux-ci seront en col 3, puisque 3 x 4, 12 aussi, bien sûr. Donc là aussi à adapter, mais c'est des trucs que vous avez dans Bootstrap, quand vous avez dans Bulma un peu autrement, que vous avez dans plein de trucs. Donc pas de difficulté majeure non plus là-dessus. Mais il faut que la classe soit composée sur le composant. C'est là où si vous mettez un attribut classe dessus, euh, bah, vue risque de bloquer parce que classe est un attribut qui n'existe pas dans composant, il faut donc le déclarer. J'ai trouvé l'astuce là aussi d'utiliser className. ClassName qui nous permet d'avoir un attribut qui s'appelle ClassName et qu'on va récupérer de l'autre côté en tant que props, hein, bien sûr, ici. Et là, pour le coup, bah, je vais avoir 3 transmissions de données qui proviennent de ma boucle item. Là encore, je l'ai appelé item pour faciliter le copier-coller des autres. J'aurais pu l'appeler room, mais comme on retrouve juste en dessous la même, bah là je l'ai appelé item et puis du coup je l'appelle, je copie-colle et on adapte 2-3 trucs et ça va assez vite de cette façon. D'accord, donc il faut aussi penser, essayer de penser quand vous faites du code à ce que ce code soit recyclable évidemment le plus facilement possible, d'où le passage par des noms parfois génériques, notamment à l'intérieur des boucles. Pourquoi la plupart des boucles for utilisent un indice qui s'appelle i? Bah justement parce qu'on s'en fout du nom et on peut donc l'utiliser facilement quel que soit le contexte. Et en plus, j'ai une chaise qui tourne, là, ça doit être agaçant. Allez, stop. Concentration. Alors ensuite, j'ai donc le vfor, la card, le class name, et puis les 3 attributs tels qu'ils étaient demandés. Je regarde le sujet sur l'autre écran, je crois que je l'ai sur l'autre écran. Euh, les cards, text, price, et bien sûr image, le petit piège, évidemment, qui est nécessaire à mettre. Si vous aviez prêt, enfin voilà, donc le petit oubli de ma part, désolé. Ensuite, à l'intérieur de ce composant card, donc si je close over card, card, up, ici, pas de difficulté majeure, la difficulté étant surtout un calage en termes de CSS, plus qu'autre chose, pour pouvoir après disposer les éléments correctement. On reçoit des classes qui sont des chaînes, et donc on va pouvoir les attribuer de cette façon. On va ensuite recevoir l'image, bien entendu, la légende ici, et puis le price. Alors je n'ai pas utilisé de balise figure et de fig caption, notamment pour le positionnement de ce price, parce que il faut qu'il soit évidemment déplaçable facilement et calable par rapport à la figure. Et si vous mettez une figure avec une image et 2 fig captions, ça n'est pas accepté par le W3C. Si vous mettez une figure avec une image, une fig caption et une div, ça n'est pas accepté par le W3C. Donc on évite de faire ça. Du coup, dans ce cas précis, des divs, ça marche plutôt bien. C'est pas interdit, hein, bien sûr. Il y aurait peut-être moyen, j'ai tenté mais rapidement et pas suffisamment, d'organiser de cette façon, et en mettant là pour le coup figure fig caption et puis après en s'arrachant la tête pour le sortir et le positionner. Je pense que ça aurait été possible en CSS, euh, mais flemme encore, je crois que c'est le mot-clé, euh, le mot-clé du truc. Euh, voilà, donc réglage CSS en ce qui me concerne toujours. Je retourne ici. Si je regarde ma carte, je dois avoir la carte quelque part. Ouais, j'ai fait ça très salement. J'ai mis une classe rooms. Alors c'est pas sur la carte, c'est sur la rooms. Euh, et sur les prices, les légendes, comment j'ai organisé ça? Donc là j'ai une classe rooms. Et après, j'aurai des classes activités. Ouais, j'ai fait 2 classes différentes, euh, alors que j'aurais sans doute pu récupérer la même pour les légendes.
Ah, j'aurais pas 20 sur 20. Euh, mais effectivement, copier-coller, moi je me suis un peu emballé, je me suis un peu cherché en fait, je pensais surtout ça. Donc bref, la classroom, position relative, de manière à pouvoir faire imposition absolue pour le price, et donc pouvoir le positionner hop, en haut, tac, 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 je sais pas où, ici, alors que l'autre va être positionné en bas, euh, donc le fee caption également position absolue. Le price en top, le legend en bottom. Après, pour l'image, c'est là où j'utilise le object fit de manière à caler ma dimension par rapport à ça, parce que toutes les images n'avaient pas la même dimension. Euh, il y en avait qui étaient un peu portrait, un peu paysage, je ne sais plus exactement. Je sais plus où je les ai volées les unes les autres, je crois sur des sites de voyage et de tourisme finlandais, euh, ou pas d'ailleurs, enfin j'en ai piqué un peu partout. Mais et j'ai eu la flemme de les retailler toutes aux mêmes dimensions. Et après tout, pourquoi pas, ça fait partie de l'exercice enfin, et de la vie d'un dev, de récupérer des images qui ne sont pas au bon format et de devoir composer avec pour les caler parce que bah, elles vont changer. Notamment si vous utilisez du WordPress, bah, les images qui vous arrivent, vous ne savez pas quelle taille elles sont. Donc il faut s'adapter, et le Object Fit répond à ce besoin pour pouvoir le faire. Le object ratio, le aspect ratio aussi permet d'avoir une proportion. La combinaison de tout ça permet d'arriver à faire des choses intéressantes. Ce sont des propriétés CSS alors qu'on n'a peut-être pas vu en cours parce qu'elles sont relativement nouvelles. Mais et puis il y en a tellement qu'on peut pas les voir toutes. Il y a des trucs très subtils et là j'ai utilisé un truc subtil euh, pour arriver à ce calage exact qui, s'il n'était pas calé exactement pareil, était acceptable, bien sûr, jusqu'à un certain point, bien évidemment. Attention, hein, j'insiste aussi, euh, les trucs qu'on fait en cours, on s'embête pas trop à caler. Par contre, quand on attend un résultat, bah, il faut, notamment en partiel, caler évidemment le résultat par rapport à ce qu'on attend euh, au maximum, bien entendu. D'accord, donc notez-le bien pour les prochains partiels, prochains rattrapages, etc. Si on demande un calage, ça fait partie de l'exercice d'avoir ce calage au maximum. Conseil d'ailleurs d'organisation, euh, faites en sorte que ce calage soit fait dans un deuxième temps, c'est-à-dire premièrement vous dégrossissez le fonctionnel au niveau vue ou React qui vous arrivera bientôt, c'est-à-dire faire en sorte que la composition globale se mette en place, les données se chargent, les composants communiquent bien avec les autres, et dans un deuxième temps vous passez en revue tous les petits détails, des trucs qui dépassent, qui sont pas calés, machin, etc en fonction du temps qui vous reste. Et j'insiste notamment aussi pour certains, un en particulier, si vous avez 2 heures, 3 heures, 4 heures pour faire un partiel, partez pas à la moitié du temps, prenez le temps de le faire jusqu'au bout. Je pense que s'il y a des notes qui sont un peu basses pour certains, c'est parce que vous êtes parti trop tôt. Et qu'en restant un peu plus, il y aurait eu des améliorations possibles sur plein de points de détail. Et à force de faire plein, plein, cristalline, elle est ici. Et à force de régler non, je vais pas y arriver. Et à force de régler plein de points de détail, et ben vous montez évidemment, les mains sont là, vous montez la qualité du résultat final, hein, bien entendu. Donc attention à ça. Donc prenez le temps de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur le partiel. Si vous avez 4 heures, c'est pas pour rien, c'est pas pour partir au bout de 2 heures, hein, bien sûr, parce que bah, en 2 heures, il manque beaucoup de temps, quoi. Donc même si ça peut paraître longuet, mais c'est comme ça, quoi, hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réussit, hein. Faut passer le temps du. Donc, parfois des partiels de 4 heures, on aurait mérité 4 heures et demie, mais ça fait partie de l'exercice aussi d'être en temps limité, hein, bien sûr. Bref, donc là on était sur le réglage de notre composant card flexible puisque en fonction de la présence du prix ou pas, eh bien le prix apparaît ou pas, ce qui paraît logique bien sûr. Les autres composants, enfin les autres séries de composants, c'est-à-dire les activités intérieures et les activités extérieures, sont rigoureusement du même principe, c'est-à-dire qu'on fait
une boucle sur les données qui ont été chargées précédemment et on transmet aux composants les informations en question. La seule différence, c'est que on est sur col 4 sur les chambres et on est sur col 3 sur les deux autres parce qu'on n'a pas le même nombre, je fais des gestes mais on ne les voit pas, euh, on n'a pas les mêmes nombres sur chacun, donc on doit ajuster ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a bien fait son travail, la même classe aurait pu être utilisée évidemment à chaque fois, plutôt que de créer rooms et inside qui sont globalement identiques, sauf erreur de ma part. Euh, mais bon. Ensuite, bah, on arrive sur le dernier point, donc footer. Footer qui va donc récupérer les données de contact. Et contact, qui est donc le dernier composant hop, qui était demandé, euh, qui se trouve où? Qui s'appelle footer d'ailleurs, oui, si je cherche pas le bon. Footer, alors qui va recevoir des informations en dur et puis qui va recevoir des informations en fixe. Non, qui va recevoir des props d'une part et qui va posséder des trucs enfin, internes. Oh, je vais pas y arriver. Euh, qui va donc avoir des contenus fixes et des contenus transmis par des props. Et je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le subtitle ici. Ben, on va le faire tout de suite en direct. C'est-à-dire que je vais devoir récupérer le composant subtitle pour mon footer. Ici. Et mon composant subtitle, l'utiliser. Hop, subtitle avec, c'était texte égal, contact. Voilà, donc là on a bien le truc qui s'affiche et on supprime celui qui était en texte. Hop, et là on est parfait. D'accord. Voilà, donc personne n'a rien vu. Donc effectivement, on avait besoin donc du composant subtitle dans celui-ci. Il faut l'importer pareil. On avait des props, les données de contact qui sont aussi des objets. Et une fois qu'on a reçu les contacts, eh bien on va pouvoir utiliser le contact name, le contact adresse, etc. L'adresse était un tableau, là encore, donc petite boucle pour mettre chaque adresse. Et je le rappelle, dans une adresse, on peut utiliser des BR pour pouvoir formater l'adresse et l'afficher correctement. Il y a ma tête devant. Hop, clac, clac, clac. Et l'afficher correctement. Je ne sais pas si en Finlande ça se formate de la même façon. Il me semble que oui, de ce que j'ai pu voir des sites finlandais, mais je ne connais pas le finlandais plus que ça. J'avais envisagé de mettre le contenu en finlandais, mais j'étais pas sûr des traductions, donc voilà. Après, on avait le logo qu'on retrouvait aussi ici en plus petit. On avait la map statique qu'on retrouvait ici. Pas grand chose à dire de plus sur ce composant particulier. Il est à peu près sur la même logique que les autres. Euh, et il est en dehors du conteneur général, ce qui permet que ça aille jusqu'au bord de l'écran, contrairement aux autres qui étaient dans le conteneur ici et là. Encore seule particularité, évidemment, euh, visuelle du truc. Voilà. Pas d'autres trucs à dire sur ce sujet. Euh, Et donc, on va enchaîner sur la même vidéo parce que ça permettra de la poster en une seule fois si je retrouve le sujet de l'autre examen, donc du bac. Alors hop, je vous laisse devant une jolie image de Biomix qui donne bien froid. Et ici, on allait donc avoir les questions du front, donc hop, qui était ici. Alors, soigner l'écriture. Alors, globalement, l'écriture était pas mauvaise. Euh, j'ai réussi à lire à peu près tout. Il y avait des points qui étaient un petit peu compliqués, mais c'était attendu évidemment. Et globalement, j'ai été alors, agréablement surpris. J'avoue que l'exercice d'un partiel
papier, alors qui se multiplient de nos jours pour des raisons qu'on a déjà évoquées plein de fois, d'utilisation d'IA parfois abusive chez certains et un peu trop. Donc méfiez-vous de ça bien sûr. Je rappelle qu'en entretien d'embauche par exemple, vous n'avez pas d'IA pour vous aider. En examen oral, vous n'avez pas d'IA. À la soutenance dans quelques temps, vous n'aurez pas d'IA, etc. Donc il faut évidemment maîtriser un peu le sujet, bien sûr, pour le faire. Donc le sujet qui peut être soit de l'explication de texte, ce qui était ici, soit de la rédaction de code ici, etc. Donc évidemment faites attention à ça. Ensuite, alors du coup que je me plonge un petit peu dans les réponses des uns des autres aussi. Hop, parce que évidemment, je me souviens plus trop de tout. Celui-là, je l'ai pas relu. Alors évidemment, là aussi, si vous avez une certaine durée pour répondre au sujet, c'est pas pour rien, il faut prendre le temps de le rédiger bien sûr et d'expliquer, etc. Si on vous pose une question qui vaut 5 points et que vous répondez en 2 lignes, il y a peut-être un bug parce que il faut peut-être expliquer un peu plus évidemment la chose parce que c'est nécessaire évidemment sur ce genre d'exercice de raconter un peu sa vie bien entendu. Euh, je regarde un petit peu aussi, là, j'ai un petit message qui m'arrive là, urgent, je vois si je peux le traiter ou pas. Tac, 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 tac. Si ça peut attendre, mais je pense que ça va pouvoir attendre. Oui, alors notamment, donc je disais, pardon, donc effectivement, ne faites pas des réponses trop synthétiques parce que, évidemment, c'est pas suffisant de dire que typiquement, le 2 c'est rajouter les cores, c'est bien d'expliquer un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est que les cores, c'est évidemment un peu mieux, bien sûr. Euh, voilà, parce que ça correspond au cross-origin sharing, cross-origin resource sharing, qui permettent effectivement d'expliquer ce que c'est. Ce que Yasmina a fait là aussi plutôt bien, en mettant 3-4 lignes à chaque point de cette première partie ici. Euh, qui demande évidemment quelques explications, hein, bien sûr. Alors l'exemple donné était pour le coup un peu concis parce qu'il y en a qui demandent moins d'explications que d'autres, bien sûr. Ça c'est logique, mais là encore ne soyez pas trop concis dans la plupart des réponses parce que on attend quand même une certaine précision dans la réponse et un mot ne suffit pas à être précis, hein, bien sûr. Donc là, on revoit ce qu'on avait vu à plusieurs reprises évidemment. Le 1, importation des partiels, enfin des partiels, des classes extérieures. Les cross-origines qui nous permettent de charger nos données à partir du JavaScript. Je rappelle que les cores, vous cherchez maintenant à tête reposée dans Google si besoin ce que c'est que les cores au sens, vous avez un article sur euh, Mozilla Developer Network que j'avais dû vous montrer pendant les cours, qui explique exactement ce que c'est que les cores et qui sont nécessaires pour des raisons de sécurisation de votre application, en précisant d'où provient l'application. Si jamais vous êtes sur une API ouverte, vous mettez une étoile et ça permet d'avoir effectivement accès à tout, bien sûr. Le numéro 3 va donc inclure le routeur, c'est-à-dire permettre de prendre en compte la définition de ce qu'il y a dedans au niveau de l'app. On définit des classes dans le routeur et on les inclut dans app grâce à ce numéro 3. Numéro 4, c'est la définition du modèle avec différentes options par rapport à ça. On utilise le SQL model, il faut donc que notre classe partielle hérite de SQL model et passe des paramètres qui sont table true. C'est le seul qu'on ait vu d'ailleurs pendant les cours, je crois, de mémoire, sachant qu'on peut sans doute avoir d'autres choses, comme par exemple préciser si ce sont des vues ou si ce sont des trucs un peu particuliers. Euh, et là, en l'occurrence, c'était une table.
Suivent ensuite la définition des différents champs, sachant que dans les champs, bah, il y en a qui sont, alors que j'ai pas détaillé, j'ai regroupé les 3, 4 qui sont ici, mais le ID est particulier puisqu'il est, bah, c'est la clé primaire et qu'il a donc des définitions particulières, notamment le fait qu'il soit optionnel parce qu'il sera affecté automatiquement, notamment qu'il ait une valeur par défaut de none parce qu'il sera affecté automatiquement, et notamment que c'est une primary key et un index, un peu comme une clé primaire bien entendu. Ensuite, les numéros 6 bah, correspondent aux différents champs de notre table, avec des types de données différents, donc string, int, float, bool, selon les cas, on peut trouver, alors je ne sais plus si on avait trouvé tout de notre côté, enfin dans notre, dans les cours qu'on avait fait avec, je ne sais plus quel exercice on avait utilisé nous, mais on a plein de types de données qui sont disponibles. Là encore, cours de base de données qu'on a d'ailleurs bientôt de nouveau ensemble, SQL, NoSQL, etc. On le fera peut-être pas au travers de Python, mais on a plein de types de données qui existent dans les bases. Euh, non, je suis mal au genou en plus. Et qui définissent tout ça. Ensuite, le ID service, c'est celui qui permet de faire une clé étrangère, foreign key, et donc référence à une table qui s'appelle effectivement service, et qui sera donc définie dans une deuxième classe qui n'était pas précisée dans cet extrait, bien entendu, mais qui donc fait référence à une clé étrangère optionnelle parce que un individu en l'occurrence, j'imagine que c'est des individus, n'auront pas forcément d'attribution à un service bien sûr. Ensuite on a la classe numéro 8, enfin la méthode numéro 8, méthode de classe donc, qui nous permettra d'avoir eh bien l'exécution d'une requête SQL sans paramètre, all, qui va donc tout chercher et nous renvoie le résultat sous forme de JSON, comme on a vu évidemment en cours à plusieurs reprises. C'est-à-dire on va récupérer, on va retourner pardon, une liste de dictionnaires, du JSON en l'occurrence, puisqu'on fait une API et qu'on reçoit du JSON. C'est le cas le plus fréquent, bien sûr. Ensuite, les partiels routes, c'est donc définition des routes. Donc je rappelle que les définitions des routes, il y a effectivement, premièrement, l'importation, enfin la définition de l'instance de classe. API Router est une classe, et Router, ça sera donc l'instance de la classe API Router, qui nous permet ensuite d'accéder aux méthodes associées, donc méthode get en l'occurrence, de l'API Router. La méthode get qui doit définir une route, là aussi, donc slash partiel pour accéder au partiel, et qui nécessite, qui va avoir un modèle de réponse, c'est-à-dire une structure associée à une autre classe, typiquement la classe partielle qui est au-dessus. Et donc une liste de partiels, puisque c'était l'idée de notre classe. On a ensuite une définition getAll, enfin une fonction getAll. Je rappelle que le routeur get attend juste après une fonction qui sera celle associée à la route en question. En gros, si j'arrive sur le serveur sur la route partielle, je déclenche la méthode qui s'appelle getAll. Ensuite, qu'est-ce que va faire getAll? Il va appeler la fonction qui s'appelle également, la méthode qui s'appelle également getAll, qui provient de notre modèle. Je rappelle, on l'avait fait à plusieurs reprises dans nos exercices. C'est assez redondant, mais on a la route qui communique avec le modèle. Ici, on a la route qui communique avec le modèle et le modèle qui communique avec la base de données. Et le app qui communique avec la route, qui communique avec le modèle, qui communique avec la base de données, le tout étant évidemment de communiquer. Ça fait un peu lourdingue comme architecture, mais ça permet d'avoir des choses qui sont, on va dire, solides, robustes, etc. Bon, ça c'est rappel de cours, hein, c'était pas dans l'examen bien sûr. Ensuite, question 2, vous avez effectivement la définition des routes en question, c'est-à-dire là pour le coup, tac 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 tac. Alors attention, là pour le coup c'est assez précis, ah oui, peut-être que je descende. Quelles sont les routes qu'on va définir dans une API? Typiquement, vous avez plusieurs,
pardon. Aptitong est généralement définir 5 routes, parfois 6. Sous-entendu, le get all, le get one, le post, donc le get all, je vais les faire dans l'ordre, hein. J'improvise un peu, mais donc on a le get all qui va nous permettre d'aller chercher tous les éléments d'une liste donnée. Donc aller chercher toutes les besaces qu'on a dans notre table besace par exemple, ou dans notre base de données besace, enfin dans notre table besace, on va donc aller chercher toutes les besaces. Si jamais on a des paramètres supplémentaires, on peut aller les chercher par l'autre 10 ou par l'autre 20 ou avec des moteurs de recherche, on avait mis ça en place. Donc le get all va effectivement faire cette opération. C'est donc méthode get avec la route get all qui va derrière. On va avoir après la get one, sous-entendu qui va chercher un paramètre correspondant à la clé primaire qui va donc chercher la besace référence 5 et qui va donc aller chercher uniquement les informations de cette besace. Voir l'exercice de la workshop, le workshop euh, PWA qu'on avait fait, hein, quand on allait chercher une image, en théorie, on allait chercher une image, bien entendu, celle sur laquelle l'internaute a cliqué pour aller visiter évidemment la chose. On va ensuite avoir la route post, donc qui va aller chercher, qui va donc alimenter la besace. Pour prendre l'exemple, vous êtes la promo besace, hein. Donc la poste qui va donc envoyer les données pour pouvoir les ajouter dans la base. Et puis vous avez le put et le patch, l'un servant à à modifier une ou plusieurs données dans une table, et l'autre servant à modifier toutes les données dans la table. Donc là pour le coup, récupère, met à jour les données, ajoute des données. Et vous avez bien sûr, je m'ai perdu le fil, celle qui permet de faire le delete, qui va nous permettre donc de supprimer les données de la table. Alors sur la base de données ici, la classe ici, donc là on revoit la modélisation de l'IA fort longtemps évidemment. Mais il faut conserver ça à l'esprit, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va avoir une table membre, une table livre, et vous allez avoir une clé, effectivement, ici. Typiquement, la clé va nous permettre de préciser que je me gourre pas. Ah, encore un coup de téléphone. Tac, tac, tac. Alors, je vais... Hop. Bon, je réponds rapidement à ça. Je réponds rapidement à ça sur le mail. Donc je laisse tourner pour pas faire de montage. J'en ai pas pour très longtemps. Désolé, vous accélérez le YouTube. Ok. Bon. Ok. Désolé. Alors, donc effectivement, on va avoir donc la classe membre qui va avoir, alors, pas sûr que c'est un sens, hein, bien entendu, mais le livre va donc hériter d'un ID membre parce que la migration se fait toujours du plus grand vers le plus petit, donc le ID membre sera ici. On aura donc, alors, on peut supposer qu'on est dans une bibliothèque, qu'un livre, s'il a un ID membre de rempli, c'est que le livre a été emprunté. S'il est vide, c'est qu'il est encore en bibliothèque. Il a un ID, on connaît l'ID du membre, on peut donc aller chercher le membre. À partir de là, il nous faudrait donc définir les méthodes associées. Les méthodes, donc il nous faudrait
deux classes, une classe livre, une classe membre. On n'a pas de table empruntée dans ce cas précis. On aurait une table empruntée que si on était dans une relation NN, c'est-à-dire un membre peut emprunter plusieurs livres et un livre peut être emprunté par plusieurs membres. Là, on serait dans une relation NN et dans ce cas-là, uniquement, on aurait une table empruntée. On refera un petit rappel de modélisation quand on sera en cours de base de données, là, je sais plus, début février, mi-février, je sais plus exactement. On en reparlera si besoin, parce que ça fera du bien de faire un peu de rappel. Euh, Ensuite, donc, notre classe va avoir donc une classe livre, une classe membre. Qui ressemble un peu au indice à celle-ci, hein, quelque part, puisque la classe membre va avoir, comme nom membre, elle va avoir un ID optionnel, auto-primaire, machin chose, à peu près le même aussi. Elle va avoir un first name string, comme on a ici. Elle va avoir un last name string également. Alors, si vous les mettez en anglais, si vous les mettez en français, je ne sais plus qui l'a fait en français ou en anglais, peu importe. Mais dans tous les cas, on est sur cette logique, on est vraiment dans cet élément-là à produire, hein, bien sûr. Pour la classe livre, on est la même, mais en rajoutant le numéro 7, c'est-à-dire que la classe livre aura un ID, elle aura, on avait quoi? Un titre, un éditeur, deux strings, et un ID membre qui serait en relation avec le membre.id, qui serait donc la foreign key associée au truc en question. Et si bien sûr vous mettez une table emprunt, c'est faux, donc enfin ou emprunté, peu importe, c'est pas bon. Alors qu'est-ce que c'est qu'une query string? Donc query string, on en avait parlé bien entendu aussi. C'est ce qu'on a quand on fait. Alors là, il y a eu pas mal de petits oublis sur le terme, mais c'est un mot très important que vous allez croiser. Et je vais ressortir mon Visual Studio Code. Hop. Puisque la question globale, c'était donc effectivement correspondant à la construction d'une requête. Typiquement, hop, c'était ça. Donc une query string, hein, c'est quand vous avez HTTP deux points, donc le serveur, mettons localhost, votre API, donc votre route. Je vais peut-être zoomer un peu et retirer ma tête. Je pense que, est-ce qu'on va mettre, non là c'est bon. Et la query string, c'est la partie qui va ici, c'est-à-dire les paramètres qu'on va transmettre, la chaîne string de requête, query, qui va nous permettre de transmettre des informations qui seront analysées par le système. Et typiquement, si je regarde ce qui se passe, enfin le sujet, j'ai oublié le sujet, je l'ai lu, hein, le sujet. Voilà, donc on va chercher donc plusieurs données, route all par défaut, et bien on va préciser une query string pour justement préciser les éléments. Alors préciser les éléments, ça va prendre des exemples, donc pas xxx machin chose, mais on avait pris les exemples d'un filtrage where égale besace par exemple, ce qui signifie que là, on va lui demander uniquement dans cette route donnée, mettons product, dans la table des produits, on ira chercher uniquement ceux qui possèdent une besace. Et éventuellement, on va préciser un order ou un order by quelque chose, order by title, qui permettra de préciser les titres, donc que l'on les veut par prix ou par price, c'est-à-dire par prix croissant, ou on peut trouver parfois moins price, je ne sais plus si on l'avait vu, mais qui permettrait d'avoir des prix décroissants, donc la besace la plus chère, puis de moins en moins chère, ou bien la moins, la moins chère et de plus en plus chère évidemment. Là encore, ce sont des conventions de mettre ce genre de truc, mais ça dépend beaucoup de ce que vous faites bien sûr. Et puis après, on pourra préciser le limite. Limite 10, c'est-à-dire que je n'en veux que 10 maximum. Et puis le offset, à partir 10 offset par exemple, c'est-à-dire à partir des 10 suivants qu'on va avoir effectivement. D'accord, donc c'est là le principe de la query string, donc qui nous permet d'avoir le voilà, vocabulaire de requêtage, hein, bien sûr,
des API en général et des liens aussi, puisqu'on retrouve des query strings dans les liens. On en avait parlé en PHP aussi, les query strings, quand vous faites un appel de, mettons, hop, souvenez-vous le PHP, hop, que vous allez retrouver bientôt. Si on va chercher toto.php, eh bien, on peut aussi retrouver une query string pour transmettre des informations à Toto et aller chercher des informations qui correspondent à Toto. Pour votre portfolio, par exemple, je suis sur la liste de tous les travaux que j'ai faits, je clique et je me rends sur la page PHP qui présente le portfolio en question, enfin, etc. Enfin, le travail en question. Voilà, donc correction bah, en une heure, petit peu plus d'une heure, qui permet d'avoir évidemment quelques gros indices sur le rendu, le travail. Voilà, bien joué globalement dans l'ensemble, hein. Le résultat n'était pas trop mauvais, même si peut-être un peu faible pour certains qui ont tendance parfois à partir un peu trop tôt dans les examens. Mais globalement, je m'attendais, enfin honnêtement, à ce que le fait que ce soit un écrit soit une cata, mais non. Donc je suis bien agréablement surpris, hein, comme j'avais dit. Bon, c'est un exercice qui est pas forcément fun pour ni à corriger ni à faire, bien sûr, mais bon, ça permet de vérifier que vous avez quand même globalement bien compris et assimilé pas mal de choses. Euh, il y en aura peut-être d'autres, hein, des trucs écrits, on va voir avec les autres profs, les autres matières, mais voilà. Pour la partie vue, alors évidemment, partie vue, le code c'est toujours un peu complexe, mais, euh, mais il faut s'entraîner puisque vous êtes quand même dans une formation de dev, hein, bien sûr. Voilà, donc bah, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je mets ça sur YouTube et je vous mets ça sur le chat. Enfin, je raconte ça, mais comme vous le verrez très vite. Donc voilà. À bientôt dans tous les cas. Au revoir.